Salam alaikum, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Tout d'abord, صحة رمضانكم. Ramadan Moubarak, Inch'Allah, تصوموا بالصحة والهنا. J'ai le plaisir pour le webinaire d'aujourd'hui d'accueillir Monsieur Mohamed Yassine. Mohamed Yassine est diplômé de l'université de Sheffield en Angleterre. Donc, il est consultant euh, pour l'organisme international de l'emploi et du travail. Donc, j'ai le plaisir justement de l'accueillir aujourd'hui pour intervenir dans un sujet qui est très, très important. Donc, on a parlé de la crise, de comment gérer sa carrière avant la crise. Mais là, ça va être très, très important de savoir déjà où en est l'employabilité en ce contexte de Covid-19, mais surtout comment aborder l'employabilité à la fin, Inch'Allah, de cette crise. Donc, j'ai le plaisir, encore une fois, de نرحب بك Mohamed, مرحبا بك encore une fois, et صحة رمضانك. Merci. Merci beaucoup Yasmine. Donc salam alaikum, Azzoul Flaoun, bonjour, Sahar Ndamkoum. Je remercie Emploatic pour l'invitation. Donc c'est toujours un plaisir de collaborer avec Emploatic. En effet, l'employabilité, c'est une problématique très intéressante et elle est encore plus, je dirais, sensible aujourd'hui dans le cadre de la crise du Covid-19 et l'impact sur l'économie. Donc, je vous ai préparé en fait une petite présentation que je vais dérouler rapidement. Donc, l'idée un peu de la présentation, c'est de vous donner un topo sur le plan mondial vraiment rapidement sur le marché de l'emploi, parce qu'en effet, en tant que demandeur d'emploi, c'est très important de se connecter avec sa réalité, la réalité dans laquelle on évolue, pour pouvoir se positionner au mieux dans le marché du travail. Donc, par la suite, je vais zoomer un peu plus sur le contexte algérien et comment, en fait, les enjeux pour les entreprises, puisque nous, en tant que chercheurs d'emploi, on vise surtout à nous insérer dans les entreprises. Bien évidemment, il y a l'entrepreneur qui est à côté, je vais en parler un peu, mais aussi il y a aussi l'impact pour les entreprises et aussi les enjeux pour vous en tant que demandeur d'emploi. Et par la suite, je vais proposer quelques pistes d'une manière très humble, des pistes pour pouvoir sortir un peu au mieux de cette crise. Donc, on peut commencer, Yasmine. On commence. Très bien. Très bien. Bismillah. Parfait. Bismillah. Donc, je vais partager la présentation. Voilà. Donc là, en effet, il y a des chiffres qui sont avancés par l'Organisation internationale du travail depuis la crise du Covid-19 et surtout l'impact sur l'économie. Donc, nous avons pratiquement moins de 40% de la main-d'œuvre mondiale qui a diminué. Donc, les entreprises, disons, il y a beaucoup de licenciements qui se sont opérés, etc. Et aussi, même sur l'aspect du recrutement, ça a aussi diminué. Donc, aussi, l'Organisation mondiale du travail avance des chiffres en termes d'heures de travail. Si on prend en compte 40 heures de travail par semaine, soit 8 heures par semaine, donc une diminution de pratiquement 7% sur les horaires de travail ou la charge de travail. Donc, ce qui va signifier un peu que les gens travaillent une heure moins que d'habitude. Après, c'est vrai que chaque entreprise, chaque pays, chaque secteur d'activité réagit d'une manière différente par rapport à cette diminution de nombre d'heures, puisque vous allez par exemple trouver des entreprises qui vont créer des shifts, donc c'est-à-dire qu'ils vont travailler en équipe, ou carrément ils vont diminuer donc de leur main d'œuvre en licenciant des gens ou mettant au chômage certaines personnes. Donc aussi l'Organisation internationale du travail met en avant un chiffre intéressant qui est sur le marché de l'informel, sachant qu'en Algérie il y a beaucoup d'emplois qui sont maintenus grâce ou à cause, c'est un autre débat, mais disons que 2 milliards de travailleurs aujourd'hui sont aussi impactés qui activent dans le marché de l'informel, qui sont impactés par cette crise du Covid-19. Donc là, on va aussi passer à un autre constat très intéressant. Donc là aussi, c'est des chiffres qui sont avancés par l'Organisation internationale du travail. Donc c'est des chiffres d'avril 2020 qui sont assez récents. Donc en fait, ils ont fait une analyse sur les revenus, donc les travailleurs qui sont touchés le plus par revenu. On voit clairement que c'est beaucoup plus les gens qui sont
à revenus donc low, medium, donc bas et moyen revenu qui sont plus touchés. Donc là, vous avez un peu le nombre d'heures, hein, mais ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus en termes de pourcentage, même si les écarts sont minimes, mais à grande échelle, ça représente quand même pas mal d'emplois qui sont touchés, qui vont être touchés. Ce qui est intéressant aussi, donc il y a une sur ces données que nous avons par région, donc on voit que par exemple sur l'Afrique, donc on est à 4,9% seulement de pourcentage en termes d'heures. Donc, ça s'expliquerait éventuellement par le fait que il y a beaucoup d'informels. Donc, du coup, il y a des données qui sont pas, disons, collectées sur l'aspect de l'informel, puisqu'il n'y a pas en fait un mécanisme de comptage des heures d'une manière assez précise, mais aussi parce que il y a en effet en termes d'activité économique, industrielle ou autre, il est clair que en Afrique, l'activité est moindre quand on va par rapport à l'Asie où se concentre l'activité industrielle mondiale aujourd'hui. Donc, peut-être c'est intéressant de souligner que effectivement, donc les questions, on prendra vos questions à la fin du déroulé de la présentation. Donc, globalement, sur ce slide, ce qu'il faut retenir, c'est que bien évidemment, si l'activité des entreprises diminue, c'est clair que il y aura moins d'emplois, c'est-à-dire que il y aura moins d'emplois ou d'offres d'emplois qui vont être mises sur le marché. Donc voilà. Là, on va zoomer un peu plus sur le marché algérien. Donc bon, le tableau, je sais pas, mais je vais vous expliquer. Je sais pas si c'est très visible, mais vous avez en fait l'impact par différentes couleurs sur différents secteurs. Donc, vous avez en vert, c'est les secteurs qui sont moins touchés, en orange qui sont un peu plus touchés, en rouge encore plus touchés, et ceux qui sont en couleur violette, c'est un peu les secteurs qui seront super impactés par cette crise du Covid-19 et ce confinement et cet arrêt en fait brutal de l'économie et des échanges. Donc là, vous avez l'éducation, elle sera relativement moins touchée. Donc vous avez en haut un peu les secteurs qui sont pas touchés. Donc vous avez ici, donc je vous mets la flèche. Donc vous avez l'éducation, donc là le secteur de la santé, l'administration publique, tout ce qui est sécurité sociale, etc. L'utilities, c'est tout ce qui est services donc d'eau potable, électricité, etc. Ils seront aussi moins touchés. Et l'agriculture aussi qui sera moins touchée puisque elle rentre dans le cadre de la chaîne de valeur de l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, on voit le soutien, plutôt la continuité de cette activité. Alors, excusez-moi, Mohamed, donc on ne voit pas très bien apparemment le tableau. Donc, je ne sais pas si vous pouvez un petit peu commenter les chiffres qu'il y a sur le tableau. C'est ce que je vais faire, en effet. Mais en fait, merci Esmine, ce qui est intéressant dans ce slide, ce qu'il faut retenir, c'est en fait les couleurs, les codes couleurs versus les secteurs qui seront touchés. Donc les chiffres, je préfère ne pas en parler parce qu'il y a une analyse beaucoup plus profonde sur les chiffres, mais je préfère juste vous donner à nos internautes un peu l'idée des secteurs qui seront touchés d'après l'Organisation du travail et derrière les extrapoler sur le contexte algérien. Donc si c'est OK pour vous, on continue. Donc là, effectivement, donc nous avons les secteurs qui seront moins touchés, donc l'éducation, donc comme je disais, la santé, etc. Les secteurs moyennement touchés, donc tout ce qui est BTP. Là aussi, en Algérie, c'est un secteur qu'il faudra considérer d'une manière assez spécifique, vu le contexte, je dirais, sociopolitique et économico-politique que nous avons vécu depuis pratiquement une année. Donc, et la diminution de la commande publique, surtout sur ce secteur. Nous avons aussi donc tout ce qui est services financiers, les mines et maintenant les secteurs qui seront beaucoup plus touchés, c'est tout ce qui est art, divertissement, etc. Donc ça rentre aussi dans le cadre ce qu'on appelle des industries créatives, hein, donc les boîtes de communication, les galeries d'art, ce genre de choses. Donc là aussi, c'est des secteurs qui seront un peu touchés, fortement plutôt touchés. Donc le transport, donc tout ce qui est entreposage et communication. Donc nous avons aussi donc les secteurs qui nous intéressent le plus, qui seront le plus touchés. Donc c'est tout ce qui est hôtellerie, services hôteliers, tourisme, etc. Donc les services aussi, la restauration, ce genre de choses, et tout ce qui est l'immobilier, etc. Et enfin l'industrie, donc elle sera touchée puisqu'il y aura effectivement certains secteurs qui seront forcément touchés. Et il y a le secteur de l'automobile qui est incontournable et qui est visiblement, et même l'Organisation du travail insiste dessus, qui sera fortement touché.
Maintenant, si on devait effectivement extrapoler ça sur le contexte algérien, en Algérie, nous avons, d'après les chiffres du ministère de l'Industrie et des Mines, donc 97%, pratiquement 98% des entreprises donc emploient donc c'est-à-dire que plutôt le nombre d'emplois qui sont générés sont générés par des entreprises de moins de 10 employés. Donc ça, c'est intéressant de le constater. Après, nous avons aussi sur les entreprises privées, 50% sont dans le secteur des services. Et ici, c'est vrai que l'Organisation du travail ne précise pas quel type de service, mais je vous ai mis ici sur les flèches. Donc, vous avez bien évidemment tout ce qui est industrie créative, c'est touché par les services, donc c'est aussi tout ce qui est divertissement. Nous avons aussi tout ce qui est immobilier et les autres services, donc la restauration, ce genre de choses aussi, c'est touché. Et nous avons l'immobilier, les services au business aussi qui seront touchés, comme tout ce qui est conseil ou disons notariat, ce genre de choses. Hein. Donc, tout ça, ça sera fortement effectivement touché, puisque nous avons une grosse part de services, notre structure de tissu économique d'entreprise intègre beaucoup de ces secteurs. Et ce qui est intéressant aussi de constater enfin pour ce slide, c'est 40% des entreprises publiques algériennes sont dans le secteur de l'industrie, et il est clair que le secteur de l'industrie sera aussi touché. Donc là, disons que c'est un constat assez alarmant, je dirais, mais pas fatal, hein, parce que c'est une analyse effectivement de l'Organisation internationale du travail qui prend un peu, disons, qui le fait d'une manière globale. Donc là, je vais zoomer un peu plus sur l'employabilité, les secteurs en Algérie. Donc là, j'ai fait aussi une analyse sur une période d'un mois et demi. Vous avez, par exemple, les offres d'emploi, que ce soit sur les sites, que ce soit avec l'ANEM ou les sites privés d'offres d'emploi. Nous avons 26% des offres d'emploi sont dans le secteur de l'industrie. Et sur ce secteur-là, c'est relativement stable sur le pharma et l'agro-business. Donc, il y a même des fois des petites remontées comme ça sur le fait que ces deux secteurs-là continuent à embaucher. Vous avez aussi le secteur des télécoms aussi qui continue à embaucher. Donc, ça prend un peu donc tout ce qui est services internet, informatique, etc. Donc ça aussi c'est des secteurs intéressants qui sont relativement stables. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que nous avons, même si ces secteurs-là sont stables, globalement, nous avons sur certains wilayas, nous avons fait une analyse sur certains wilayas, il y a par exemple de moins 30 à jusqu'à moins 80% d'offres d'emploi. C'est-à-dire que si en janvier, on faisait 100 offres d'emploi, aujourd'hui, sur certains wilayas, on fait que 20 offres d'emploi. Donc, ce qui est assez effectivement intéressant de constater qu'il faut, en fait, ça nous indique qu'il faut avoir une approche ciblée sur chaque région, sur chaque wilaya, sur chaque tissu économique. Et de l'autre côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est clair que l'offre d'emploi va diminuer. Donc, nous allons avoir moins d'offres d'emploi. De l'autre côté, vous avez par exemple le CARE, qui est une association qui est un peu réfléchie sur un peu le secteur économique en Algérie, et le CJD, donc ont estimé, je pense en mars, qu'il y aura éventuellement une estimation de perte de jusqu'à 1,5 million de pertes d'emploi. Ce qui est sûr, par contre, c'est que chaque année depuis pratiquement, je dirais 2012 ou 2013, nous avons pratiquement chaque année une moyenne de 300 000 diplômés universitaires qui sortent et qui sont déversés sur le marché de l'emploi. Donc là aussi, ça donne une indication que la demande en termes d'offres d'emploi n'a jamais cessé de diminuer, donc elle va augmenter, surtout qu'il y aura pas mal d'employés qui avaient un emploi qui vont être redéversés sur le marché de l'emploi. Et effectivement, ça nous donne une indication sur les challenges qui nous attendent par la suite. Donc ça, c'est pour les constats. Donc là, je vais un peu parler des enjeux que j'ai pu faire ressortir. Hein. Donc, on peut effectivement ressortir pas mal d'analyses et les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, hein, mais effectivement, ça serait intéressant d'avoir d'autres analyses et des commentaires sur ces chiffres. Moi, de mon côté, donc, les enjeux que j'ai pu détecter, c'est effectivement, il y a un enjeu pour maintenir les effectifs des entreprises. Ça veut dire que, et je pense que l'État a fait des mesures assez intéressantes où on soutient en fait sur le plan fiscal ou sur le plan d'abattement sur pas mal de charges financières, de sorte à ce que cette charge financière, au lieu qu'elle aille vers la fiscalité ou autre, va aller en fait à financer les salaires.
On va dans d'autres pays, par exemple, où, par exemple, je pense en France ou dans d'autres pays, on injecte carrément, on soutient carrément les entreprises, ou par exemple en Chine, les entreprises pour payer leur salaire. Donc là, en fait, il faut très très bien réfléchir sur la question, c'est pas en fait de dire on finance les entreprises, on donne de l'argent aux entreprises pour qu'elles payent les salaires des employés, mais c'est surtout d'identifier quelles sont les entreprises éligibles. La plus grosse question, elle est là en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire que parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent oui, on peut faire ça facilement, mais non. C'est-à-dire qu'il faut bien identifier les entreprises qui sont éligibles. À côté, nous avons aussi un autre enjeu qui est l'approvisionnement en matières premières. Soit pour les entreprises qui ont maintenu leur activité, ou pour les entreprises qui vont par la suite relancer leur activité. Effectivement, donc aujourd'hui, nous sommes dans une globalisation où pas mal d'approvisionnements de matières premières se font à l'étranger. Donc, puisque certains pays sont à l'arrêt, bon, la Chine est en train de relancer son activité économique, et c'est là où ça nous pousse à nous poser des bonnes questions sur notre modèle d'approvisionnement en matières premières. Et je vais en parler juste par la suite. Donc, un autre enjeu aussi pour les entreprises, c'est la baisse de la demande dans certains secteurs. Donc, puisque effectivement, il y aura donc moins les entreprises seront restées à l'arrêt pendant pas mal de temps. Donc, il y a moins d'entrées, moins de trésor, moins de trésorerie. Du coup, c'est clair que les entreprises vont réfléchir à deux fois sur les centres de coûts, où est-ce qu'ils vont engager leurs dépenses ou leurs investissements, ce qui va forcément engendrer de la baisse de la demande sur certains secteurs. Donc, je rappelle aussi pourquoi je vous parle des entreprises. Comme j'ai dit dans l'introduction, c'est important pour nous, en tant que demandeurs d'emploi, de comprendre la réalité du contexte dans lequel on évolue. Donc, c'est pas un plaidoyer pour les entreprises, hein, donc c'est vraiment hyper important de connaître un peu pour que vous puissiez vous projeter. Donc, quatrièmement, c'est la sauvegarde des entreprises en difficulté. Donc là aussi, parce que c'est très difficile on se dit oui, même si les entreprises n'arrivent pas à payer donc les taxes, tout ça, donc elles vont fermer. Quand l'activité économique va se relancer, on va réouvrir les entreprises. Mais on n'a pas le luxe d'avoir ce temps. On n'a pas le luxe, d'avoir ce temps pour qu'on ferme une entreprise pour la réouvrir. Et derrière, ça engage pas mal de difficultés et même, je dirais, d'intention de réentreprendre. C'est pas évident pour que les gens qui ont lancé leur entreprise, ils vont arrêter, ils vont la relancer. Donc là, l'idée, c'est aujourd'hui, effectivement, l'enjeu pour les entreprises et pour les pouvoirs publics, c'est de maintenir à tout prix les entreprises en difficulté. Enfin, donc sur le même point, hein, donc il est lié, c'est le recouvrement des créances publiques et privées. Donc c'est clair qu'il y a beaucoup d'entreprises, je le vois aussi un peu avec que ça soit dans CARE ou dans pas mal d'initiatives ou par exemple le FCE, effectivement, l'une des actions qu'ils préconisent, c'est de faire un recouvrement, d'acter le recouvrement de certaines créances publiques qui sont restées en suspens pendant pratiquement une année ou plus à cause disons, de la situation politique. Donc là, effectivement, on peut sauver pas mal d'entreprises ou redynamiser l'activité de certaines entreprises juste en payant les créances, après, bien évidemment, confirmation, etc. Et il y a aussi à côté, des créances privées. Là aussi, CARE a proposé ce qu'on appelle la facturation, c'est-à-dire que les banques ou les organismes financiers prennent en charge certaines factures qui n'ont pas été payées. Là aussi, c'est un enjeu aussi pour les entreprises. Là aussi, il y a un aspect qui est très intéressant sur lequel j'insiste, c'est l'accès à la sous-traitance en local. Ça veut dire que le fait qu'il y aura des difficultés d'approvisionnement sur le plan international, il faut absolument essayer de trouver des solutions en local. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des produits qu'on peut finalement, que ce soit pour les industries ou autres, pouvoir s'approvisionner en local. Là, on va voir par la suite l'une des pistes. C'est un enjeu aujourd'hui. C'est que pour les entreprises, elles cherchent et elles chercheront forcément d'autres solutions de sous-traitance ou d'approvisionnement local. L'avant-dernier point, c'est le recrutement de main-d'œuvre qualifiée opérationnelle de suite. En effet, là aussi, pour certains secteurs qui sont maintenus, ils veulent avoir de la main-d'œuvre qualifiée tout de suite. C'est-à-dire que ça ne les intéresserait pas parce qu'ils ont eu une augmentation exponentielle de l'activité, par exemple, pour tout ce qui est hygiène, pharma et agro, ils ont besoin de main-d'œuvre. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir aujourd'hui, ils auront à réfléchir ou à
à essayer d'optimiser le recrutement de sorte à avoir des gens qui sont tout de suite prêts à absorber la charge de travail qui sera donnée. Et enfin, donc, la rapidité de mise en place d'un cadre réglementaire adéquat. Donc, tout ce que je viens de donner comme enjeu, là aussi, un autre enjeu, c'est-à-dire que si on décide de faire quelque chose, s'il n'y a pas de cadre réglementaire, il faudra le créer très rapidement pour que ces mécanismes puissent se mettre en place. Donc, voilà un peu pour les entreprises, pour nos amis demandeurs d'emploi, pour qu'ils puissent comprendre un peu, pour avoir une autre perspective du point de vue de l'entreprise, éventuellement des pouvoirs publics, quels sont les enjeux, les difficultés qu'ils ont à gérer pour pouvoir, en fait, derrière, créer des emplois. Maintenant, donc, on va parler des enjeux pour les demandeurs d'emploi eux-mêmes. Donc, il est clair qu'on l'a vu tout à l'heure, donc il y a une diminution claire des offres d'emploi sur le marché. Ça serait intéressant d'avoir les chiffres de l'ANEM, de voir un peu aujourd'hui, entre il y a 3 mois et aujourd'hui, combien d'offres d'emploi globalement, c'est-à-dire l'offre en termes d'emploi, en termes de chiffres, elle est à combien? Donc ça, c'est un chiffre qui serait intéressant d'avoir. Le deuxième point, c'est la probable diminution des salaires des offres d'emploi. C'est-à-dire que même si donc, dans certains secteurs, il y a un maintien, mais c'est clair que vu la pression financière, il y aura forcément les offres d'emploi, les salaires seront éventuellement moindres, puisqu'il n'y aura pas renégociation de contrat, ça sera un contrat avec une nouvelle collaboration. Les entreprises vont forcément essayer effectivement d'avoir des salaires moindres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que cette crise du Covid-19 vraiment remet en cause tous les acquis que nous avons eus, que ce soit en termes d'employabilité ou en termes d'entreprise, de gestion d'entreprise. Il faut vraiment revoir tous les principes. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le luxe on n'aura pas le luxe forcément de renégocier, plutôt de négocier un contrat à la hausse, vu la situation que nous avons aujourd'hui, vu la baisse de l'offre en termes d'emploi. Bien évidemment, on ne sommes pas pour l'emploi précaire, hein, donc il y a quand même des normes à respecter. Mais il y aura forcément ce phénomène d'offre d'emploi où les salaires seront moindres. Donc, troisièmement, la nécessité d'envisager la mobilité nationale pour saisir des offres hors zone de résidence. Là aussi, j'ai vécu ce point d'une manière très pratique. Comme le disait Yasmine tout à l'heure, donc j'ai la chance d'être aussi consultant pour l'Organisation internationale du travail. On travaille sur un projet qui s'appelle TAODIF. Aujourd'hui, c'est TAODIF 2. Donc, on essaie de travailler sur l'employabilité des diplômés universitaires. Et je vous assure qu'il y a pas mal d'offres d'emploi dans des régions où donc les entreprises cherchent donc des profils sur les régions et ils ne trouvent pas. Mais dès qu'ils le trouvent ailleurs, soit la personne ne veut pas se déplacer hors wilaya, donc de Bjaya à, je ne sais pas, Annaba ou de Bjaya. Donc là aussi, c'est un enjeu pour vous. C'est-à-dire qu'il faut absolument vous positionner par rapport à ça et envisager de la mobilité pour saisir des opportunités de travail qui sont hors zone de votre résidence. Donc, le quatrième point, c'est l'exploitation du temps d'attente donc, dans laquelle vous êtes, en fait. Là aussi, c'est très important parce qu'on a le luxe d'avoir du temps et d'avoir du temps. Après, le temps, comme le disait, j'aime bien citer Idriss Aberkan, donc il vous dit en fait le temps, c'est A et T, c'est pas juste le temps, mais attention fois temps. C'est-à-dire que je peux rester avec vous, vous pouvez rester avec nous sur ce séminaire, le temps vous l'exploitez avec nous, mais votre attention elle est ailleurs. Et en effet, c'est-à-dire que si votre attention elle est sur des sujets ou aller sur Internet, aller sur des sujets qui captent votre attention, mais derrière qui vous aident pas en fait à vous développer sur le plan personnel ou à acquérir de nouvelles compétences ou à faire du réseautage, c'est forcément attention minime. Donc, si l'attention elle est à 0 fois temps, vous pouvez passer 10 heures en face de votre ordinateur et l'attention n'est pas où est-ce qu'il faut qu'elle soit. C'est clair que vous n'allez pas capitaliser sur ce temps que vous avez aujourd'hui. Donc là aussi, c'est un enjeu pour vous sur l'exploitation du temps. L'avant-dernier point, c'est la concurrence des demandeurs d'emploi mis récemment sur le marché. Donc surtout, ça s'adresse aux primo-demandeurs. Donc c'est clair qu'il y aura forcément les gens qui ont été rebasculés sur le marché de l'emploi. Ça constitue effectivement une concurrence pour vous, puisque je l'ai vu aussi dans le cadre des missions avec le BIT, il y a toujours l'aspect de l'expérience qui est demandée par les entreprises.
mais qui est souvent mal compris par les demandeurs, les primo-demandeurs d'emploi. On ne parle pas de temps passé dans une entreprise à faire autre chose, mais beaucoup plus sur votre expérience à apprendre de certaines situations. Donc, c'est là où je vais parler par la suite de certaines perspectives par rapport à ce point. Donc, là aussi, c'est une concurrence qu'il faudra prendre en considération et vous poser des questions sur comment vous pouvez vous démarquer. Enfin, sur les enjeux pour les demandeurs d'emploi, c'est aussi la rapidité de mise en place d'un cadre réglementaire adéquat. Là aussi, c'est aussi, donc si on dit qu'il faut faire des choses nouvelles, il faut mettre le cadre adéquat. Donc là, je finis avec le dernier slide. Donc là, c'est les pistes d'amélioration. Donc j'ai préféré utiliser le modèle économique parce qu'il y en a, on parle souvent de ce modèle économique en ce moment, mais c'est comme un fantôme en fait. On en parle, mais personne ne sait comment il est. Ni comment l'appliquer surtout. Oui. Donc, personne ne sait comment il est, comment il doit être fait ou là comment il doit être appliqué. Donc, et c'est en fait ça l'idée. Après, il y a l'organisation, même le gouvernement donne comme ça certaines indications. Mais effectivement, à mon sens, juste mon opinion, ce n'est pas un élément factuel, mais ça reste mon opinion, c'est que ici, il y a des inputs, il y a des propositions qui sont données ici. Réfléchir sur déjà une vision sur le modèle économique. J'aime bien aussi quand j'ai fait un petit parcours une vision très claire, c'est de dire 2030, on ne vendra plus aucun baril ou on n'utilisera plus aucun baril de chez nous. Donc ça, c'est une vision. Il peut y avoir un ancrage comme ça sur une idée qu'on peut développer, après la déployer d'une manière opérationnelle. Donc le modèle économique, effectivement, j'ai pris quelques points qui ont été déjà donnés par donc la société civile ou les associations d'entreprises et d'autres qui sont un peu de ma propre initiative. Donc là, les pistes d'amélioration, c'est-à-dire aujourd'hui, pour que les demandeurs d'emploi puissent améliorer leur employabilité, ça veut dire trouver des emplois rapidement dans les meilleures conditions. Là aussi, je me réfère au BIT. La meilleure manière de trouver un emploi, c'est les stages. Aujourd'hui, toutes les études montrent que, ou même les constats qui sont faits en Algérie, donc des études ou dans le cadre de certains projets qui sont faits en Algérie, le mécanisme qui permet une plus grande employabilité, c'est les stages. Mais pas forcément des stages payés. Donc, si vous voulez trouver ou maximiser vos chances de trouver un emploi, il faut aller chercher des stages. Donc, vous avez le temps, donc allez faire des stages. Donc, ça, c'est vraiment très… Il y a beaucoup d'entreprises qui vont accueillir des stagiaires vu qu'ils auront moins de ressources à mettre dans des emplois payés. Mais vous, ça vous permet d'avoir une expertise, d'acquérir une expertise laquelle vous allez utiliser pour vous positionner mieux. Le deuxième point, c'est les formations d'amélioration d'insertion. Donc là aussi, il y a pas mal de formations sur le net. Après le déconfinement, il y aura forcément aussi des formations, et ça existe, hein, donc il y a pas mal de formations dans des instituts qui les donnent pour un peu vous familiariser avec donc tout ce qui est l'environnement du travail. Après aussi pour les gens qui font une réorientation de carrière aussi, c'est intéressant puisqu'il y a pas mal de gens qui arrivent à un moment donné, ils veulent plus faire la même chose, ils veulent se réorienter. C'est intéressant d'aller faire d'autres formations dans d'autres métiers qui le permettent. Et aussi, une des études qui a été aussi conduite par le BIT montre que les étudiants qui ont eu un diplôme ou même une expérience professionnelle et qui ont derrière une formation même de courte durée de 4 mois, de 6 mois dans un organisme de formation professionnelle ou autre, arrivent à trouver plus rapidement un emploi. Donc, le troisième point, c'est le réseautage et contribution à la communauté. Donc là aussi, je salue toutes les initiatives et donc des gens qui ont contribué à faire face à la crise donc dans le cadre d'un travail de volontariat ou donc voilà. Donc là, c'est le plus gros. Là aussi, c'est un point très important. Ça aussi, c'est surtout pour les demandeurs d'emploi. On a vu aussi une autre étude de l'EFE qui a montré que la plus grosse barrière aux primo-demandeurs d'emploi d'aller faire de la recherche active, par exemple, c'est le manque de confiance en soi. Et en fait, le fait de contribuer à la communauté, de faire du volontariat, d'aider votre communauté, permet effectivement, ou même d'aller sur Internet, de trouver des initiatives qui correspondent à vos valeurs, à ce que vous aimez faire. Allez-y, ça va vous permettre de gagner en confiance en vous, de rencontrer forcément des gens
et de maximiser aussi vos chances de trouver un emploi. Le quatrième point, c'est donc élargir le champ de recherche. Là, sur les PME de moins de 10 personnes, on a vu tout à l'heure dans les slides précédents que finalement, donc on a pratiquement 97% des entreprises qui sont de moins de 10 employés, sauf que ces entreprises-là ne font pas forcément des demandes d'emploi dans des sites comme Emploatique où donc ils vont faire des recherches un peu, je dirais, recommandées, etc. Donc n'hésitez pas à aller les voir, ces entreprises-là, ou même j'encourage aussi Emploatique à aller même voir ces entreprises, les identifier. On a toute une équipe qui est dédiée justement aux TPE et aux PME, donc pour en prospecter un maximum. Et en fait, nous avons même en fait un dispositif d'accompagnement pour ces entreprises. Donc, on a des tarifs préférentiels, voire même la première annonce qui est offerte pour ces entreprises. Excellent, excellent. Donc là aussi, vous voyez, c'est très intéressant parce que donc ça permet effectivement il y a tout un segment d'entreprise qui n'est pas très visible mais qui emploie beaucoup. Et en fait, il faut sortir du mythe. Je vais aussi citer Seth Godin, qui est le cofondateur de Yahoo, qui a écrit un livre, beaucoup de livres. Hein, donc le plus important, c'est Purple Cow, donc la vache pourpre, c'est comment se démarquer sur Internet, et Tribes, donc tribu. Il vous dit clairement, safety is not safe. C'est-à-dire que les gens qui cherchent de la stabilité n'est plus sécurisante. C'est-à-dire de se dire, oui, moi, j'ai fait un diplôme universitaire, il faut absolument que je sois dans une entreprise, grande entreprise, renommée. Ça garantit pas finalement vos chances de succès et vos chances de vous épanouir dans votre travail. Vous pouvez facilement trouver donc une PME de moins de 10 personnes où il règne une culture d'entreprise qui est même digne d'entreprise occidentale de renom. Donc là, il faut les cibler aussi. Donc là, le cinquième point, c'est l'entrepreneuriat individuel. Donc là aussi, c'est aussi une opportunité. C'est-à-dire que il faut pas vous dire que vous pouvez pas lancer votre business. Donc d'ailleurs, c'est des recommandations mondiales. Il faut aller vers l'entrepreneuriat. C'est la meilleure manière d'avoir un emploi qui va correspondre à vos aspirations. Mais n'oubliez pas pour vos recrutements d'aller chez Emploatique pour chercher bien évidemment. Donc, sur l'autre point, c'est un concept relativement nouveau. Hein, donc, certains l'appellent le gaullisme, donc en référence à Charles de Gaulle. C'est l'entrepreneuriat public. Ce n'est pas de la nationalisation d'entreprise, mais c'est en fait, c'est de se dire où sont les secteurs stratégiques ou même des secteurs de sous-traitance d'entreprises stratégiques. Donc, le gouvernement ou les autorités vont créer une entreprise en partenariat privé, donc local en Algérie, donc avec des partenaires locaux, pour créer en fait de nouvelles entreprises. Donc, c'est de l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, la définition d'entrepreneuriat, c'est très simple. Donc, c'est vraiment résoudre un problème. Hein. Donc, l'innovation, c'est pas juste l'alchimiste qui va faire des formules dans sa carte, c'est beaucoup plus résoudre un problème concret. Donc, l'entrepreneuriat public est aussi intéressant de créer, en fait, d'identifier des secteurs stratégiques ou de sous-traitance et de se dire, OK, on crée une entreprise qui va employer tant de personnes. Le financement, donc, bon, le financement, c'est clair que ça sera par éventuellement la planche à billets, mais on sait où cet argent est parti. Et derrière, la planche à billets, elle est dangereuse dans le cas où on ne sait pas où est parti l'argent. Est-ce qu'il est dans le circuit économique ou ailleurs, ou est-ce qu'il est réinvesti ou pas, est-ce qu'il crée de la valeur ou pas. Mais ici, on sait que ça sera ciblé. Donc, l'avant-dernier point, c'est les centres de recherche transversaux, effectivement, avec obligation de livrable. Là aussi, je prends un exemple de secteur d'activité stratégique qui est l'électricité. On parle d'électricité, de passer des énergies fossiles vers d'autres secteurs. Donc, l'électricité, on parle de voitures qui vont marcher à l'électricité. Nos téléphones, on les charge par les batteries avec l'électricité, nos ordinateurs. Donc, l'électricité, ça sera l'énergie à moyen terme qui sera la plus demandée. Mais on fait rien, en fait, pour anticiper cette demande, même au niveau local. Et en fait, la plus grosse par rapport à ça, c'est un peu le stockage. Donc, on peut, par exemple, créer un centre de recherche ou donner un projet à un centre de recherche avec nécessité de livrable, de dire, OK, il faut que vous nous fassiez, on a besoin de batteries pour stocker de l'électricité, vous maximisez le transport de l'électricité, vous le faites. Donc, il faut que ça soit des approches ciblées. Et enfin, bien évidemment, le cadre réglementaire qui va avec toutes ces mesures ou même des mesures qui seront éventuellement proposées. Donc, c'est un peu ça l'idée. J'ai préféré commencer avec les pistes d'amélioration pour les demandeurs d'emploi.
mais aussi parler un peu pour qu'ils aient une compréhension un peu des challenges qui nous attendent. Et en fait, le modèle économique, si je puis dire, c'est pas juste l'État qui va le faire ou les entreprises qui vont le faire, mais c'est tout le monde qui doit y participer. Wallahu a'lam. Inch'Allah, Inch'Allah, on espère que cette crise va se dénouer, que cette crise va se dénouer très, très rapidement. Donc, en fait, je voulais vous remercier pour tous ces chiffres et pour toutes ces analyses qui nous ont déjà permis plutôt de comprendre le contexte actuel des entreprises, hein. Donc, savoir pourquoi les entreprises sont actuellement en difficulté, quelles sont les mesures qui ont été prises, qui pourront être prises, mais ça nous a aussi permis de savoir où en est le marché de l'emploi actuellement et avoir une idée sur comment diriger éventuellement notre carrière ou nos recherches d'emploi. Donc, dans ce sens, Mohamed, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'on devrait plutôt rester dans l'entreprise où on est, ou bien le temps que la crise passe, ou bien est-ce que vous pensez qu'on peut s'inscrire dans justement ce circuit de recherche d'emploi? C'est une très bonne question et ma réponse ne sera pas peut-être une réponse définitive, mais Ouais, à l'instant T, je vu les pense éléments que vous avez actuellement, quelle est votre exactement. réponse? C'est-à-dire qu'il faut, oui, c'est-à-dire que l'idéal, c'est effectivement tout dépend de aussi de votre condition sociale. C'est-à-dire que si vous avez, comme disait aussi Nicolas Nassim Taleb, si vous jouez votre peau, donc dans son livre Skin in the Game, donc si vous jouez votre peau, vous avez une famille, etc., vous pouvez pas vous permettre. Hein, donc c'est pas un conseil que je vous donnerai. Mais si vous êtes tout seul et que vous voulez vous développer, vous voulez en fait évoluer, allez-y. Donc je suis pour la prise de risque, mais pour la prise de risque qui Réfléchir. est disons réfléchie. Je sais pas si ça répond Oui, oui, à ta question. ça répond, ça répond. Enfin, en fait, il faudrait peser le pour et le contre de sa décision, si j'ai bien compris, et comprendre un peu l'impact que ça pourrait avoir. Là aussi, dans ce sens, dans le cas où on choisit justement peut-être de changer de cieux, est-ce que vous pensez qu'on devrait accepter des propositions qui sont inférieures à ce qu'on fait actuellement, avec un salaire inférieur? Donc, comment est-ce qu'on peut appréhender ce type de paramètres, Mohamed? Très bien. En fait, l'idée, donc, tout dépend aussi de l'hypothèse de base. C'est-à-dire que si vous êtes un demandeur, un Oui. primo-demandeur d'emploi, ça veut dire que ça reste mon opinion. Moi, j'accepterai une proposition, même si le salaire, effectivement, n'est pas forcément quelque chose qui répond à Nous, mes on dit toujours qu'en aspirations. tant que primo-demandeur, ce qu'on cherche au tout début, c'est plutôt acquérir de l'expérience, à travailler sur le terrain, et on n'est pas plutôt apte à négocier son salaire quand on est primo-demandeur. Mais toujours est-il qu'il faut aussi Oui, comparer. C'est-à-dire que je suis aussi pour la comparaison. Ne restez pas sur une seule valeur ou une seule. C'est-à-dire que vous pouvez éventuellement au moins avoir une oui. comparaison. Après, s'il y a un écart de 50%, etc., ça, c'est à vous de voir. Mais l'idée, il faut, un, avoir une base de comparaison et de deux, d'étudier toutes les possibilités. Mais en fait, c'est votre capacité à poser les bonnes questions à ce recruteur qui fera en sorte qu'il va vous donner plus d'éléments qui vont vous permettre d'avoir une vue globale de l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Parce que finalement, c'est pas que le salaire. Donc, les possibilités d'évolution, les formations, il y a pas mal de choses. Donc là, il faudrait avoir un package global. Il faut avoir une idée sur ce que offre l'entreprise globalement pour pouvoir répondre oui ou non, même si le salaire Mhm. est moindre. Très, très bien, très, très bien. Donc, en fait, vous l'avez énoncé lors de votre présentation. Est-ce que vous pensez que les personnes justement qui ont été faites licenciées ou mises en chômage suite à cette crise du Covid et qui travaillent par exemple dans l'industrie automobile, est-ce que vous pensez qu'elles ont leur chance d'être réintégrées facilement dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs? Très bien.
Vous me posez une question très intéressante. Je connais bien le secteur de l'automobile, étant consultant Oui. pour Là, certaines. je donne un Donc, je exemple dirais, Hagdak, parce que vous avez énoncé l'industrie très bien. automobile comme Je étant les pense qu'ils industries étant sont en difficulté actuellement. Donc, comment faire réorienter sa très carrière bien. quand on fait partie de cette industrie? Très bien. Je pense réellement et honnêtement que les gens qui ont évolué dans le secteur de l'automobile en Algérie globalement, majoritairement, sont des personnes qui ont été très bien formées. Donc, pratiquement, je dirais les grandes marques, hein, donc je parle des grandes marques, ils ont été très bien formés, ils ont évolué dans un environnement Mm. très compétitif. Et du coup, je pense qu'ils ont, que ce soit sur l'aspect commercial, ils ont quand même acquis une bonne expertise, une bonne expérience qui peuvent en fait facilement utiliser dans le domaine du pharma, parce que ça reste de la vente ou du marketing. Après, pour tout ce qui est les autres secteurs de la logistique, par exemple, ou les secteurs de, bon, on va pas parler de production, mais de montage, là aussi, effectivement, il y a pas mal je pense, de possibilités de réorientation, de réorientation, pardon, par rapport à ces gens-là. C'est juste que il faut, dans les recrutements, ce que attendent un peu donc si vous devez vous réorienter, c'est un peu l'expertise que vous pouvez donner concrètement, pratiquement. Donc, si vous êtes dans le manufacturing ou dans le montage, vous allez dire forcément, moi, je sais faire ça, je sais gérer une ligne de montage, je connais, je sais ce que c'est une maintenance préventive, je sais ce que c'est donc une maintenance curative, je sais comment faire, je sais diriger des équipes qui sont. Donc, en fait, mettre en avant beaucoup plus les compétences que vous avez acquis que le secteur en lui-même. Mais je pense que les gens qui ont évolué dans le secteur de l'automobile en Algérie sont très bien équipés pour rebondir ailleurs vraiment d'une manière très Très, très bien, très, facile. très bien. Et qu'en est-il aussi, en fait, de comment approcher le marché de l'emploi? Je vais clarifier un petit peu ma question. Est-ce qu'on doit être activement en recherche d'emploi, surtout si on est en perspective d'évolution de carrière, ou bien est-ce qu'on doit quand même stagner un petit peu, faire être un peu plus sélectif dans le choix des offres d'emploi auxquelles on postule? Là aussi, il y a pas mal de paramètres, hein. Donc là, c'est si vous visez un emploi précis, donc vous pouvez un métier plutôt précis, métier. J'insiste sur le métier. C'est clair que si vous visez un métier, il y a une certaine stabilité qu'il faudra mettre en place 2 ans, 3 ans, etc. Après, il y a aussi l'autre aspect, c'est que je suis aussi pour la mobilité, essayer de découvrir autre chose dans le cadre de votre carrière. Après, tout dépend comment c'est interprété. C'est vrai que certaines entreprises, dès qu'ils voient sur un CV que les gens ont changé d'endroit, ils vont dire que finalement cette personne n'est pas stable et qu'elle pourra pas évoluer dans notre environnement. Donc, en fait, j'ai pas de réponse Mhm. claire hein, donc sur ça. C'est-à-dire que tout dépend de ce que vous voulez. Donc, si vous voulez un métier, c'est clair pour vous. C'est le métier que vous voulez. Il y a un minimum d'années à passer pour maîtriser un métier. Après, si vous êtes dans une posture de dire je veux juste acquérir de l'expérience, je me cherche encore, je suis pas sûr de ce que je veux, là, vous pouvez facilement choisir de passer d'une expérience à une. Très bien, justement, vous parlez de justement peut-être de ces profils atypiques qui se cherchent encore et qui ont exercé différentes fonctions dans différents métiers. Euh, Cette catégorie-là, justement, de candidats, comment est-ce qu'ils pourraient appréhender le marché de l'emploi et vers quel métier éventuellement vous leur conseillez de se diriger pour avoir un emploi? Très bien. Donc là, si on était dans une autre conjoncture, je dirais les services, parce que ça permet effectivement d'acquérir une expérience où vous vous chercherez, vous trouverez plus facilement, parce que en fait, la plus grosse difficulté de se trouver quand Oui, on se cherche pour les demandeurs d'emploi, c'est en fait d'avoir du feedback des oui. autres. C'est-à-dire que en général, de ce que j'ai vu, j'ai peut-être vu des milliers, peut-être 5000 étudiants depuis 2 ans dans le cadre de mes missions avec le BIT. Ils ont besoin de feedback. C'est le feedback des autres, de professionnels surtout, en fait, qui permet en fait de leur dire ah oui, cette personne m'a dit que je pouvais faire ça, donc j'y vais. Je suis en confiance, je pourrais y aller. Donc l'idée c'est d'avoir des expériences. Quand je dis expérience, pas forcément de travail. Donc je parlais tout à l'heure de stage, de formation,
de contribution à la communauté. Donc, il faut aller en contact avec des professionnels. Et c'est quand vous allez agir, les gens vont vous donner du feedback sur quelque chose que vous aurez accompli. Et c'est ce qui va vous permettre finalement de valider ce que vous savez faire, ce que vous faites bien, que les autres ne font pas forcément. Donc, et aujourd'hui, les recruteurs, c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent des gens qui sont passionnés, qui vont être engagés dans ce qu'ils font et qui vont pouvoir donner une valeur ajoutée. Très bien, très très bien. Vous avez parlé aussi de contribution, hein, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou là. De quelle nature pourraient être justement ces contributions? Là, je veux dire, en ne parlant pas en fait des contributions à caractère social, mais comment peuvent contribuer les candidats justement lors de cette crise? Bon, les solutions sont variables, hein, donc j'ai pas disons de boîte à outils pour contribuer, mais tout dépend. J'aime bien aussi citer Stephen Covey, donc un des principaux auteurs du développement personnel. Il vous dit ce qu'on appelle le cercle d'influence. Donc il y a le premier cercle, c'est le cercle de pouvoir, où c'est dans votre zone d'action. C'est-à-dire que ce soit votre quartier, votre famille. Donc, si vous êtes à l'université, si vous êtes dans le cadre d'une formation professionnelle ou autre. C'est-à-dire que les contributions, vous êtes mieux à même de les trouver. Mais effectivement, dans ce Covid-19, donc je pense que sur les réseaux sociaux, on trouve pas mal comme ça d'appels à assistance, etc., où vous pouvez dire, voilà, moi, je vais aider telle personne spécifique là, ou vous vous inscrivez dans une action collective où il y a déjà un plan, une feuille de route qui est là, et vous intégrez cette association, ce groupe de personnes, et vous pouvez contribuer. Donc, il y a l'aspect, par exemple, je réfléchis à haute voix comme ça, hein, donc il y a l'aspect par exemple, de livraison de denrées alimentaires pour les personnes âgées qui sont les personnes à risque. Il y a aussi les cours pour les gens qui sont des universitaires, donc il y a les cours en ligne ou des cours pour les enfants qui sont donc voilà, donc ils sont pas à l'école, vous pouvez les aider. Les gens qui vont passer leur bac, donc par exemple pour les universitaires, vous pouvez facilement partager ce savoir que vous avez avec eux. Donc les possibilités sont très larges. Donc moi je m'interdis, en fait j'ai pas de compte Facebook, donc je m'interdis d'avoir un compte Facebook. Donc je sais pas un peu ce qu'il y a sur la plateforme, mais il y a forcément des millions et des millions de possibilités où des personnes demandent clairement de l'aide sur pas mal de choses. Mais l'idée, je reviens à Covid, c'est de toujours chercher dans votre cercle de pouvoir où vous pouvez agir. Vous dépendez de personne pour faire des choses. Très bien, très très bien. Et enfin, j'aurais aussi une dernière question, hein. Dans le cas où on postule, est-ce que les entreprises font des placements actuellement ou est-ce que les placements sont retardés? Est-ce que ces personnes-là sont recrutées pour un autre moment? Donc, est-ce qu'elles sont, on va dire, intégrées directement à l'entreprise ou bien est-ce qu'elles sont mises en attente, justement? Ben écoutez, on n'a pas de chiffres pour ça, mais D'après votre constat ou là d'après… Voilà, donc, je pense qu'il y en a qui sont en attente, en instance, c'est-à-dire qu'on dit à la personne, vous avez notre accord, mais donc la personne est mise en attente, mais dans d'autres cas, les personnes sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, les secteurs qui continuent à fonctionner d'une manière très importante comme l'agro et le pharma. Il y a une urgence. Les gens recrutent tout de suite, ils prennent les gens tout de suite. Et il y a d'autres personnes qui ont carrément annulé disons, certains engagements de recrutement qui ont dû annuler. Et il y en a beaucoup aussi qui sont dans le schéma où ils sont en attente, mais en fait, ça garantit rien du tout. Parce que tant que vous n'avez pas signé de contrat, donc du coup, vous n'êtes pas à l'abri à la fin du Covid-19 quand vous disent finalement, vous savez, la crise. Donc, vous n'habitez pas sur la planète Mars quand même. Donc, vous savez qu'il y a eu la crise, donc du coup, l'emploi, il n'est plus valable. Donc, effectivement, il y a beaucoup, mais je pense que les seuls secteurs où il y a des recrutements immédiats, c'est dans les secteurs qui continuent à fonctionner d'une manière très importante pour répondre aux besoins de la population en termes de médicaments
et d'agro. Très, très bien. Écoutez, merci beaucoup, Mohamed, pour toutes ces précisions. Merci surtout de nous avoir donné de votre temps. Votre contribution a été très importante, très enrichissante, et je pense que ça a permis en fait de donner une vision beaucoup plus claire, que ce soit aux candidats ou bien même, j'imagine que même il y a des personnes en poste qui sont en train de suivre le webinaire. Donc, ça leur a permis d'avoir une vision très claire du marché de l'emploi actuellement et des perspectives qu'on pourrait avoir prochainement à l'issue de cette crise. Donc, je vous remercie infiniment. Là, Juste, je vais voir s'il y a actuellement des questions de nos participants. Apparemment, اليوم راهم شوية حشمانين. Ils sont un peu timides ou là, أثر فيهم صيام. Je ne sais pas, je n'ai qu'une seule question de Hakim Khalifa. Donc, je me permets de vous la poser, Mohamed. Est-ce que les certificats du Oxford cours en ligne sont-ils demandés? honnêtement, je n'ai aucune idée, donc je ne pourrais pas vous dire. Donc, même si dans votre présentation, effectivement, donc, j'ai fait ma thèse de doctorat à l'université de Sheffield, donc, mais honnêtement, je n'ai aucune idée. Mais pour répondre à ce principe de diplôme, aujourd'hui, je vais encore citer Idriss Aberkan, c'est vraiment les entreprises demandent ce que vous savez faire et non pas votre diplôme. Et ça, c'est très important. Et j'aime aussi, je vais citer aussi un autre économiste très, bon, il n'est pas friand des Algériens, mais il est bon en économie, c'est Charles Gave. Il vous dit, en fait, on forme, quand vous avez un diplôme, en fait, ce que vous avez été formé pour fournir un diplôme. Vous n'avez pas été formé pour faire des choses ça veut dire qu'à un moment donné, il faut voir un peu, mettez en avant ce que vous avez appris. Donc, effectivement, même si vous avez un diplôme en ligne, mais surtout, mettez en avant ce que vous avez appris. Très, très bien. Alors, il y a aussi une autre question de Ahmed Daddish. Concernant la baisse de la demande, y a-t-il des moyens adéquats afin de booster cette demande? Donc, la demande de l'emploi. Donc, là, je parle que ce soit offre d'emploi par rapport des entreprises. Très bien. Honnêtement, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des moyens rapides, il y a des moyens qui sont moins rapides. Les moyens rapides, c'est donc pour booster cette demande d'emploi, c'est effectivement de faire en sorte que les entreprises aient de l'activité, donc du coup, vont recruter. Et en fait, c'est la question qu'il faut se poser, c'est beaucoup plus comment booster l'activité. Donc, booster l'activité, donc il y a des entreprises qui sont en difficulté avec des créances en souffrance, il faut les régler. Donc, c'est des gens, s'ils ont un plan de charge qui est là, ils vont forcément recruter. J'ai parlé tout à l'heure aussi de l'entrepreneuriat public. Donc, là, c'est planche à billets, on investit, donc une partie planche à billets, une partie investissement d'entreprises privées ou d'investisseurs privés locaux qui vont créer des entreprises concrètement de zéro. Du coup, ils vont recruter en masse. Et à côté, vous avez aussi donc le soutien à l'entrepreneuriat. Donc, il y a l'initiative du ministère pour le projet Ensage Restart. Donc là aussi, c'est des recommandations que nous avons fournies. C'est complètement de redéfinir les missions de tous ces organismes de soutien. Et en effet, l'une des manières de booster, c'est, comme disait Steve Jobs, c'est less is more. Ça veut dire qu'on va se dire, OK, sur l'automobile, on a besoin de sous-traitance. Allez, on va créer un centre d'incubation qui va créer de la sous-traitance. Donc, on va se faire des sélections, on va créer 10 entreprises dans la sous-traitance. Et ces gens-là vont forcément recruter. Donc, ce n'est pas juste un seul moyen, il y a plusieurs moyens. Donc, je récapitule. Donc, c'est l'entrepreneuriat public dont j'ai parlé. Donc, créer les créances des entreprises pour qu'elles puissent redynamiser leur activité. Et derrière, créer, c'est l'entrepreneuriat. Hein. Il n'y a pas vraiment d'autre choix. Après, c'est juste en termes de rapidité, parce que vous avez utilisé le mot booster. C'est comment booster? C'est aller se greffer, ne pas se disperser, mais aller se greffer sur de la sous-traitance. En souffrance, on n'arrive pas à trouver de la sous-traitance. Du coup, on importe. Du coup, on paye en devises. Du coup, donc réserve de change. Donc, cercle vicieux. Mais de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? C'est de la demande Kaina. Il y a des entreprises privées, elles ne trouvent pas des produits en sous-traitance. On va créer des entreprises pour répondre à ça. Donc, c'est en fait ça, vraiment une action ciblée et pas juste, comme je dis, nous sommes dans des conditions exceptionnelles.
il faut des mesures exceptionnelles. Comme disait, je vais encore citer Einstein, à un moment donné, il a fait un examen. C'était les mêmes questions que l'examen l'année dernière. Son assistant lui disait, professeur, vous avez posé les mêmes questions que l'année dernière. Il a dit, les réponses ont changé. Donc, c'est un peu ça. Donc, les réponses, on est en face des mêmes problématiques un peu, mais qui se sont accélérées avec le Covid, mais il faut des réponses nouvelles. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je pense que oui, hein, on va demander à Ahmed Dardiche ah, très bien. Donc, il dit merci. Apparemment, vous avez répondu clairement à sa question. Là, on va prendre une autre question de Monsieur Ben Syed Alafiq Mourfi. Donc, il dit, là, il pose la question en arabe. بعد أن تم تقديم رخص إعادة العمل للشركات، ما هي أول خطوة يقوم بها الباحث عن العمل في ولايات خارج منطقة إقامته؟ Très bien. Donc, Hanaya, je vais peut-être répondre aussi en arabe, je vais essayer. Donc, Hanaya, واش لازم دير كما قلت مع الأول، سي كو لازم تروح تشوف لي زونتربريز الشركات اللي ما عندهمش بزاف خدامين، ما تروحش يعني الشركات الكبرى اللي ممكن عندها يعني تشبع من العمال. روح شوف الشركات اللي عندها اقل من 10 يعني موظفين، ممكن انه هذه الشركات يقدروا يوظفوا. هذا هو يعني الحلول اللي نقدروا ندوها حاليا. يعني الان يكون فيه شركات كي تعاود يعني الاقتصاد يعاود يعني يعمل، تكون فيه الشركات هذو الصغيره اللي تعاود تولي تعمل، وممكن انه يعني اللي باحث على العمل يقدر يروح يشوف هذه الشركات، ممكن انه يتحصل على يعني فرص. Très bien. Donc là aussi il y a une autre question de Samir Hadjaden. Quel est l'impact de cette crise Covid sur l'emploi, sachant que les entreprises sont en train de mettre au chômage les employés? Bon, en fait, c'est un peu tout le sujet de la présentation. Donc, l'impact, en fait, sur l'emploi, c'est une équation simple. En fait, le Covid en lui-même, c'est le confinement qui a créé un arrêt de l'économie. C'est pas en fait le virus en lui-même, c'est les mesures qui ont été prises pour faire face au confinement qui ont fait que donc il y a eu un arrêt brutal de l'économie. Du coup, donc il n'y a pas d'échange. Donc, il n'y a pas d'échange, donc il n'y a pas d'échange de marchandises, donc il n'y a pas de transaction. Donc, du coup, quand il n'y a pas de transaction, l'activité s'arrête. Donc, quand l'activité s'arrête, il n'y a pas d'argent qui circule. Donc, les entreprises n'ont pas d'argent pour payer leurs employés. Donc, du coup, certaines entreprises vont, s'ils ont des prêts bancaires, des investissements qu'ils auront fait, donc ils doivent reverser l'argent, le peu d'argent qu'ils ont pour rembourser leur investissement, ou payer des charges de stockage ou autres. Du coup, ils n'auront pas de quoi payer les employés. Donc, du coup, ils vont les mettre au chômage. Donc, ça, c'est un des schémas. En fait, l'équation, c'est un effet de chaîne. Hein, donc, c'est un effet de chaîne. Voilà. Très, très bien. Très, très bien. Donc là, je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions. Alors là, j'ai une question de Kamel Idir. Donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les stages et les formations? Donc, comment aborder les stages et les formations durant ce confinement? Très bien. Donc là c'est je te remercie Kamel pour l'intérêt. Là aussi, on travaille sur le projet Taoudif avec l'Organisation internationale du travail pour créer une plateforme. Et là, on en a parlé aussi avec Emploatic. Je pense que ça serait intéressant je pense que nous allons le faire, créer des synergies avec Emploatic où on va travailler sur une plateforme. C'est comme une plateforme d'emploi, mais c'est des stages. Donc, c'est la mise en relation de stages. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'endroit aujourd'hui sur Internet où on sait que c'est regroupé, telle entreprise demande des stagiaires. Oui, chez Emploatic, par exemple, on met des offres de stage et on incite aussi les entreprises à partager ces offres de stage du moment qu'elles sont totalement gratuites chez nous. Mais après, on n'a pas, comme vous l'avez dit, un site ou bien un endroit où sont regroupées toutes les offres de stage. Voilà. Très bien. Donc là aussi, vous me tendez la perche, Yasmine. C'est-à-dire qu'ici, ça serait intéressant effectivement pour les sites comme Emploatic d'un peu de challenger un peu plus les entreprises pour leur dire, OK, vous aurez forcément besoin de main-d'œuvre par la suite et vous n'aurez peut-être pas les moyens de les payer. Les stagiaires, donc le stagiaire est un moyen. Après, moi, en tant que stagiaire, ce que je ferai honnêtement, hein, donc j'ai fait peut-être la vente toute ma vie, c'est faire du porte-à-porte. C'est-à-dire que
C'est ça. Ça veut dire que identifier des entreprises qui peut-être correspondent à votre formation de départ ou même pas, mais quelque chose que vous voulez faire, vous dites, يا جماعة أنا حابب ندير ستاج عندكم ما تخلصونيش mais أنا حابب نتعلم هذا الميتي وعطيوني ندير Voilà. ندير. Donc c'est aussi, vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que moi, j'opterais pour cette démarche qui est dans ma zone d'action, c'est d'aller, donc que ça soit maintenant sur Internet ou donc contacter les entreprises carrément sur des stagiaires, où Emploitique peut être l'intermédiaire des demandes, je pense, des demandeurs d'emploi, mais aussi par la suite aller faire du porte-à-porte pour demander, Très, pour très faire bien. des stages. Très, très bien. Kamel, il y a aussi une autre question. Donc, est-ce que vous pensez que le marché du travail est saturé? Donc là, il a mis entre parenthèses recrutement classique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les autres solutions que vous avez proposées, notamment l'entrepreneuriat? Très bien. Bon, il y a deux Oui, questions dans votre question. Donc, je vais commencer par la première question qui est sur la saturation. Honnêtement, c'est une question que je continue à me poser. Pourquoi? Parce que si on prend, par exemple, l'offre en termes d'emploi, donc si on disait, il y a 1 million d'emplois, exemple, qui sont diffusés sur un mois ou sur une année ou n'importe, on va dire sur un mois, voici 1 million de demandes d'emploi. Les entreprises cherchent à dos. Si on fait un croisement avec plutôt les offres, pardon, les offres d'emploi, et on les croise, on va trouver que finalement, sur certains secteurs, il y a une saturation. Ça veut dire qu'il y a peut-être 10 offres d'emploi, mais il y a 10 000 personnes à donc, il y a une saturation. Mais dans d'autres cas, il y a peut-être 10 ou 5 offres d'emploi, mais les entreprises ne trouvent pas. Du coup, ça veut dire que même vous, je pense que vous le constatez chez Emploitique, qu'il y a certaines annonces qui restent pendant longtemps. Ça veut dire que l'entreprise ne trouve pas le profil adéquat. Donc, du coup, la saturation, elle est à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le premier niveau, il y a des postes qui sont plutôt des offres d'emploi qui sont saturées, d'autres moins. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi au niveau du BIT, de cartographier ça, de dire finalement quels sont les métiers sur lesquels on peut répondre. Donc, du coup, je passe à la deuxième question, qui est comment faire. Donc, c'est aussi l'une des solutions que nous avons proposées au niveau du BIT ou de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, sur le projet TAWDEF en Algérie, c'est de faire ce qu'on appelle les formations insertion. Nous avons pris un échantillon d'offres d'emploi qui sont restées longtemps sans réponse. Nous avons pris des diplômés, des primo-demandeurs d'emploi, donc qui, sur leur diplôme, correspond plus ou moins à l'offre HADIC, et on les a formés pour pallier les insuffisances sur le poste, le besoin du poste. Donc, sur 3 mois, on les a formés en 3 mois sur l'aspect technique, et 3 mois, ils ont été en stage pour que l'entreprise puisse confirmer que réellement le profil correspond. On est arrivé à un taux de réussite de 40%. Donc là, c'est très intéressant aussi de le faire. C'est-à-dire que la formation insertion est le meilleur moyen. Après, vous, en tant que demandeur d'emploi, vous n'êtes pas forcément dans le circuit d'un projet comme celui-ci, même si c'était vraiment un projet ouvert à tout le monde. Mais c'est vrai que les moyens de communication étaient un peu restreints. Mais ici, c'est de vous auto-former, de dire, OK, moi, vous savez que le poste a une hausse à aller, il m'a cache. C'est-à-dire que les postes, ma cache, bzaf minhum. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à postuler pour ces postes-là. Voici moi ce que j'ai comme formation, je dois me former pour pouvoir maximiser mes chances. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est ce qu'on appelle les formations insertion. Donc, c'est le meilleur moyen, donc c'est le deuxième meilleur moyen, parce que le premier meilleur moyen, c'est les stages. Le deuxième meilleur moyen, c'est les formations insertion. Mais c'est un travail que vous devez faire vous. Très, très bien, très, très bien. Donc, je vais voir s'il y a d'autres questions. Peut-être le temps que vous cherchez une question, Yasmine, il y a une question sur les sources, sur le document. Donc, il y a plusieurs. Hein. Donc, j'ai mis les sources des chiffres, c'est l'Organisation internationale du travail. Il y a aussi donc des chiffres de l'ANEM, les chiffres du ministère de l'énergie, donc du ministère du commerce, et aussi les données que j'ai pu collecter directement dans Emploitique et quelques autres sites de l'emploi privé.
Donc, voici les sources. Très, très bien, très, très bien. Donc là, au moment où on avait justement, je pense que ça s'appelle Energie qui avait posé la question, je lui avais répondu, قلت لها, le slide où il compte faire, je crois que c'était le deuxième slide, là, le troisième slide, c'était l'Organisation internationale du travail qui était. Oui, il y a toujours en bas, je le mets toujours en bas la source. Je pourrais vous envoyer le fichier, vous pouvez envoyer aux personnes, hein, pas de problème. Absolument, hein, ça serait très bien On leur dire que qu'ils aient ce support. Il contient beaucoup de avec chiffres, plaisir. beaucoup d'analyses. Donc, ça serait bien qu'on puisse partager cela directement avec les participants. Donc là, Mohamed, il y a plus de questions. Donc, à moins qu'il y ait, si quelqu'un a une autre question, qu'il parle maintenant, qu'il se taise à jamais. Donc, euh, donc, on attend éventuellement vos questions. Sinon, moi, j'aime toujours terminer les webinaires sur une note positive, Mohamed. Quels sont les conseils que vous auriez à donner à nos participants et aux candidats en général, justement pour bien occuper déjà leur temps et des conseils en fait en général concernant leur recherche d'emploi ou leur évolution de carrière? Hmm. En fait, vraiment le conseil que je donne le plus, c'est en fait d'agir, en fait. Mais d'agir dans le sens où euh, il faut trouver des contextes où vous pouvez agir. Donc, j'ai parlé des stages ou des formations ou des actions pour la communauté. Vraiment, la meilleure manière de trouver facilement du travail, c'est d'agir. Parce que le fait d'agir, vous créez une expérience. Donc, vous allez vivre une expérience. Dans cette expérience-là, vous allez avoir du feedback. Donc, ça veut dire que les gens vont vous dire on a aimé, on n'a pas aimé ce que vous avez fait, etc. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre, un, de gagner en confiance, deux, finalement, de savoir ce que vous voulez pas faire, en fait. Parce qu'à partir du moment où les gens vont vous dire, ah, ça, là, ici, vous n'êtes pas bon, tu fais très mal, etc., on a du mal, en général, on se dit, finalement, je suis pas bon pour faire ça, et vous allez chercher autre chose. Donc, c'est vraiment agir, 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 c'est la meilleure manière de le faire. En fait, l'avantage et l'inconvénient des réseaux sociaux, je vous envoie aussi un livre très intéressant qui s'appelle Seul ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans l'interaction communication, mais on n'est pas forcément dans l'action concrète. Et du coup, on a du mal à, derrière, se dire, on est dans cette bulle virtuelle, mais qui nous fait déconnecter un peu de la réalité. Et surtout en tant que demandeur d'emploi jeune, surtout je m'adresse aux plus jeunes, la vie virtuelle n'est pas la vie réelle. Hein, donc c'est très important de revenir sur l'expérience humaine. Et je vais encore citer Sébastien Bazin, qui est le CEO du groupe Accor. Il vous dit c'est le parcours, c'est les touch points. C'est-à-dire que plus vous avez des points de contact avec les personnes, plus vous allez évoluer et voir les choses d'une manière différente et plus positive et vous allez pouvoir agir. Très, très bien. Très, très bien. Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup, Mohamed, encore une fois, pour tout le temps que vous nous avez accordé, pour les précieuses informations donc, que vous avez bien voulu partager avec nous. J'espère qu'on pourra se revoir prochainement si vous avez le temps pour animer un autre webinaire autour d'une autre thématique. Et j'espère bien dans d'autres circonstances plus joyeuses et plus positive. Yatek Saha. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, je vous laisse Merci à le mot de vous. la fin encore une fois, Mohamed. Écoutez, je vous remercie énormément. C'est que je reviens aussi à Nassim Nicolas Taleb, c'est jouer sa peau. C'est que ça serait pas, disons, faire, comme on dit, ou authentique si je n'utilisais pas ce que je prêchais. Donc, ça sera toujours un plaisir pas de donner du temps, parce que nous devons le donner. Donc, il faut qu'il y ait un retour. L'Algérie nous a formés, nos parents nous ont éduqués, et il y a un retour derrière. C'est-à-dire on a la chance d'avoir eu le parcours que nous avons eu, même si on continue à apprendre. Donc, c'est vraiment un plaisir et un devoir à chaque fois de répondre comme ça à des actions qui peuvent aider les autres. Donc c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la chance
de pouvoir contribuer et ça sera toujours un plaisir de contribuer, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Donc sur ce, Bien. nous vous disons au revoir, à très très bientôt. Sahaf Torkom et à d'autres webinaires, Inch'Allah. Salam alaikum. Au revoir. Salam alaikum.